Avez-vous déjà ressenti ce sentiment étrange, presque étouffant, de stagner alors que le monde autour de vous semble avancer à une vitesse fulgurante? Vous regardez votre entourage, vos collègues, ou ces figures de succès que vous suivez sur les réseaux sociaux, et une question vous hante, qu'ont-ils de plus que moi? On nous a bercés pendant des décennies avec l'idée que le succès était une question de génétique, de chance ou d'un mystérieux talent inné que l'on possède ou que l'on ne possède pas à la naissance. On nous a appris que l'intelligence était un chiffre figé, un plafond de verre au-dessus de nos têtes que nous ne pourrions jamais briser. Mais cette croyance, aussi rassurante soit-elle car elle nous dédouane de nos échecs, est en réalité la prison la plus solide que vous puissiez construire autour de votre propre vie. C'est ici qu'intervient la révolution de Carol Dweck, psychologue à l'université de Stanford, qui a passé plus de 30 ans à observer pourquoi certains individus s'épanouissent dans l'adversité alors que d'autres, pourtant brillants, s'effondrent au premier signe de difficulté. Sa conclusion est d'une simplicité désarmante, mais ses conséquences sont sismiques. La différence entre une vie de stagnation et une vie de succès ne tient pas à vos capacités actuelles, mais à votre mindset, votre état d'esprit. Elle a identifié deux manières radicalement opposées de percevoir sa propre identité. D'un côté, l'état d'esprit fixe et de l'autre, l'état d'esprit de développement. Cette distinction n'est pas qu'un simple concept théorique, c'est le logiciel invisible qui tourne en arrière-plan de chacune de vos décisions, de chacune de vos peurs et de chacune de vos ambitions. Commençons par explorer le monde de l'état d'esprit fixe. Pour ceux qui habitent ce monde, l'intelligence, la personnalité et les talents sont des traits de caractère immuables. C'est une réserve limitée que vous recevez à la naissance, et votre mission, pour le reste de votre vie, est de prouver sans cesse que cette réserve est abondante. Chaque situation devient alors un test de votre valeur. Si vous passez un examen, si vous menez un projet au travail ou si vous entamez une relation, la question n'est pas « comment puis-je apprendre ?» mais « vais-je avoir l'air intelligent ou stupide ?» L'individu à l'état d'esprit fixe vit dans une anxiété constante de la validation. Puisqu'il croit que ses capacités sont figées, chaque échec n'est pas une simple erreur de parcours, mais un verdict définitif sur qui il est. Échouer à un projet ne signifie pas que la stratégie était mauvaise, cela signifie pour lui qu'il est un échec. À l'opposé, nous trouvons l'état d'esprit de développement. Pour ces individus, les qualités humaines ne sont pas des cartes distribuées une fois pour toutes, mais des muscles que l'on peut entraîner. Certes, ils reconnaissent que tout le monde n'est pas identique et que nous avons tous des points de départ différents, mais ils croient fermement que n'importe qui peut changer et grandir par l'effort et l'expérience. Dans ce monde-là, la question n'est plus de valider ses acquis, mais de s'étirer au-delà de ses limites. L'échec ne définit pas la personne, il la guide. C'est une information brute qui indique que la méthode doit être ajustée. Pour un esprit en développement, l'idée de potentiel est un horizon qui recule à mesure que l'on avance. Pour comprendre la puissance de ces deux états d'esprit, Carol Dweck a mené une expérience fascinante avec des centaines de jeunes élèves. Elle leur a donné une série de problèmes assez faciles à résoudre, puis elle a félicité chaque enfant. Mais elle a utilisé deux types de louanges très différents. À la moitié des enfants, on a dit « Bravo, tu as dû être très intelligent pour réussir ce test ». C'est un compliment sur le talent inné. À l'autre moitié, on a dit « Bravo, tu as dû travailler très dur pour réussir ce test ». C'est un compliment sur le processus et l'effort. Ce qui s'est passé ensuite est révélateur de toute la tragédie humaine de la stagnation. Lorsqu'on a proposé à ces enfants un nouveau test, plus difficile cette fois, ceux qui avaient été félicités pour leur intelligence ont refusé le défi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de perdre leur étiquette de petit génie. Ils ne voulaient pas risquer de montrer qu'ils n'étaient peut-être pas si intelligents après tout. En revanche, 90% des enfants félicités pour leur effort ont réclamé le défi le plus difficile. Ils ne voyaient pas le test comme une menace, mais comme un jeu passionnant pour apprendre. Cette petite étiquette de doué ou de naturellement doué est souvent le début de la fin pour ceux qui stagnent. À l'âge adulte, cela se transforme en une peur paralysante de l'effort. Dans l'état d'esprit fixe, l'effort est perçu comme une honte. La logique est la suivante, si vous devez travailler dur pour quelque chose, c'est que vous n'êtes pas assez bon. Si vous étiez vraiment talentueux, cela viendrait naturellement. Cette croyance est un poison lent. Elle pousse les gens à abandonner dès que les choses deviennent compliquées, car persévérer serait admettre une faiblesse. C'est ainsi que des artistes prometteurs, des entrepreneurs brillants et des étudiants talentueux s'arrêtent net dès qu'ils rencontrent leur premier véritable obstacle.
Ils préfèrent rester sur leur piédestal de génies incompris ou de personnes à potentiel plutôt que de descendre dans l'arène et de risquer de paraître médiocre pendant la phase d'apprentissage. Le succès durable, lui, se cache derrière l'acceptation de la difficulté. Ceux qui réussissent au sommet de leur domaine ne voient pas l'effort comme une punition, mais comme le prix d'entrée vers la maîtrise. Ils savent que le cerveau est malléable. C'est ce que la science appelle la neuroplasticité. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de difficile, chaque fois que vous forcez votre esprit à comprendre un concept complexe, les connexions entre vos neurones se renforcent et se multiplient. Littéralement, vous devenez plus intelligente au fur et à mesure que vous échouez et que vous recommencez. Mais pour bénéficier de cette biologie du succès, il faut d'abord accepter de briser l'image parfaite que l'on veut projeter aux autres. Dans cette vidéo, nous allons disséquer ces mécanismes avec précision. Nous allons voir pourquoi le besoin d'avoir raison tue votre créativité, pourquoi la réussite des autres vous menace quand vous avez un esprit fixe, et comment vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à transformer votre monologue intérieur. Si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression d'avoir atteint une limite que vous ne pouvez pas dépasser, sachez que cette limite est purement psychologique. Le passage de « je ne peux pas » à « je ne peux pas encore » est le saut le plus important que vous ferez jamais. Préparez-vous à entrer dans la psychologie de ceux qui ne s'arrêtent jamais de grandir, car le voyage vers votre véritable potentiel commence au moment où vous décidez que vous n'êtes pas encore fini. L'une des manifestations les plus révélatrices de notre état d'esprit se trouve dans notre relation avec les obstacles. Pour une personne à l'état d'esprit fixe, l'obstacle est un mur de briques qui confirme une sentence « tu n'es pas fait pour ça ». Puisque leur identité est bâtie sur la réussite immédiate et le talent naturel, chaque difficulté est vécue comme une agression personnelle. Quand ils rencontrent un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre en quelques minutes, leur rythme cardiaque s'accélère, non pas d'excitation mais de honte. Ils se sentent démasqués. Leur réaction instinctive est alors de blâmer l'environnement, le professeur, l'outil ou le destin. Ils cherchent désespérément à protéger leur ego, quitte à mentir sur leurs résultats ou à saboter leurs chances futures pour éviter une nouvelle confrontation avec l'échec. C'est la naissance de la procrastination chronique. Il est moins douloureux de ne pas essayer et d'échouer que de tout donner et d'échouer quand même, car dans le second cas, l'excuse du manque de travail disparaît pour laisser place à celle du manque de talent. À l'opposé, pour celui qui cultive un état d'esprit de développement, l'obstacle est la partie la plus intéressante du voyage. C'est le moment où le cerveau commence réellement à travailler. Ils voient la difficulté comme un signal indiquant que leurs circuits neuronaux actuels ne sont pas encore suffisants pour la tâche, ce qui signifie qu'ils sont sur le point de grandir. Ils ne voient pas l'échec comme une identité « je suis un raté », mais comme une action « j'ai raté cette tentative ». Cette nuance linguistique change tout. Elle permet de maintenir une motivation intacte même après 10, 20 ou 100 tentatives infructueuses. Pour eux, l'effort est le seul moyen de transformer le potentiel en maîtrise. Ils ne se demandent pas s'ils vont réussir, ils se demandent combien de temps et d'efforts il leur faudra pour y parvenir. Cette divergence de vision s'étend de manière spectaculaire à la manière dont nous gérons la critique. Dans le monde de l'état d'esprit fixe, la critique, même constructive, est perçue comme une attaque directe. Si vous dites à une personne fixe que son rapport pourrait être amélioré, elle n'entend pas « ton travail peut progresser » et elle entend « tu es incompétent ». Pour se protéger, elle rejette la critique, ignore les conseils précieux et finit par s'entourer de personnes qui ne font que valider son génie supposé. C'est ainsi que l'on finit par stagner dans une chambre d'écho, incapable d'évoluer parce que l'on refuse d'admettre la moindre faille. C'est la tragédie du « génie solitaire » qui finit par être dépassé par ceux qui, moins doués au départ, ont eu l'humilité d'apprendre de chaque retour négatif. Pour l'esprit en développement, la critique est une ressource gratuite et inestimable. C'est un raccourci vers la progression. Ils cherchent activement des gens qui sont meilleurs que pour obtenir des feedbacks brutaux. Ils ne cherchent pas à être flattés, ils cherchent à être corrigés. Ils comprennent que le regard extérieur peut voir les angles morts qu'ils sont incapables de percevoir seuls. Pour eux, se tromper publiquement n'est pas une humiliation, c'est une leçon accélérée. En accueillant la critique, avec curiosité plutôt qu'avec défensive, ils absorbent les compétences des autres à une vitesse phénoménale, ce qui explique pourquoi leur courbe de progression finit toujours par devenir exponentielle, dépassant largement celle des talents précoces mais rigides. Mais il y a un point encore plus subtil, le succès des autres.
Comment vous sentez-vous quand vous apprenez qu'un ami ou un collègue a obtenu une promotion ou a réussi un projet brillant? Si vous ressentez une pointe d'amertume, une envie de minimiser sa réussite en disant qu'il a eu de la chance, ou si vous vous sentez soudainement inférieur, c'est que l'état d'esprit fixe est aux commandes. Dans cette vision, le talent est une ressource limitée. Si quelqu'un d'autre en a beaucoup, il en reste moins pour vous. Le succès des autres devient une menace pour votre propre statut. C'est un jeu à somme nulle où la brillance d'autrui souligne votre propre médiocrité. L'état d'esprit de développement, lui, voit le succès des autres comme une source d'inspiration et une preuve de ce qui est possible. Au lieu de se sentir menacé, il se demande quels sont les systèmes et les habitudes qu'il a mis en place pour en arriver là. Ils étudient les gagnants, non pas pour les envier, mais pour les modéliser. Ils célèbrent la réussite d'autrui parce qu'ils savent que le monde regorge d'opportunités de croissance et que le succès des uns n'empêche pas celui des autres. Cette capacité à apprendre de la réussite d'autrui est l'un des plus grands accélérateurs de succès qui existent, car elle permet de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Imaginez l'impact de ces réactions répétées sur une décennie. D'un côté, quelqu'un qui évite les défis, ignore les critiques et se sent menacé par les meilleurs. De l'autre, quelqu'un qui embrasse la difficulté, cherche les critiques et s'inspire des meilleurs. La stagnation n'est pas un accident de parcours, c'est le résultat logique d'un système qui refuse le changement. Le succès n'est pas un don du ciel, c'est le résultat d'un système qui ne vit que pour la progression. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment ces mentalités s'appliquent au monde du travail et du leadership, et pourquoi certaines entreprises s'effondrent alors qu'elles sont dirigées par des génies, tandis que d'autres transforment le monde grâce à une culture du droit à l'erreur. Dans le monde du travail, la distinction entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement n'est pas seulement une question de performance individuelle, c'est une question de survie pour l'entreprise entière. Carol Dweck a analysé de nombreuses organisations et a découvert une dynamique fascinante. Les entreprises qui cultivent un culte du génie sont souvent celles qui s'effondrent de la manière la plus spectaculaire. Dans ces structures, on recrute uniquement des personnes jugées intrinsèquement supérieures, des hauts potentiels à qui l'on répète sans cesse qu'ils sont les meilleurs. L'effet est immédiat et dévastateur. Pour maintenir cette image de perfection, les employés commencent à cacher leurs erreurs. Ils cessent de poser des questions par peur de paraître ignorants. Ils étouffent l'innovation car innover, c'est accepter de se tromper publiquement. C'est le syndrome d'Enron, une entreprise remplie de personnes brillantes qui ont fini par couler le navire parce que personne n'osait admettre que la stratégie était défaillante. À l'inverse, les leaders dotés d'un état d'esprit de développement créent des cultures de l'apprentissage. Ils ne cherchent pas à être les personnes les plus intelligentes de la pièce, ils cherchent à construire l'équipe la plus capable de progresser. Pour ces leaders, le rôle du patron n'est pas de donner des ordres et de juger les résultats, mais de faciliter la croissance de chaque collaborateur. Ils voient les compétences comme des variables et non comme des constantes. Lorsqu'un projet échoue, ils ne cherchent pas un coupable à blâmer, mais une faille dans le processus à corriger. Cette sécurité psychologique permet une circulation fluide de l'information et une créativité sans précédent. C'est la différence entre une entreprise qui stagne sur ses acquis et une entreprise qui se réinvente sans cesse pour dominer son marché. Le leadership à l'état d'esprit fixe est souvent marqué par un besoin de domination. Le lead fixe utilise ses employés comme des faire-valoir pour confirmer sa propre supériorité. Il est menacé par les talents émergents et préfère s'entourer de personnes qui ne le contrediront jamais. C'est une stratégie de court terme qui mène inévitablement à l'érosion des compétences collectives. Dans ce type d'environnement, les employés finissent par adopter eux-mêmes un état d'esprit fixe pour survivre. Ils font le minimum nécessaire pour ne pas être critiqués, ils évitent toute prise de risque et ils passent plus de temps à polir leur image qu'à produire de la valeur réelle. C'est la recette parfaite pour la stagnation organisationnelle. Mais que se passe-t-il dans l'esprit d'un lead de développement? Prenons l'exemple de grands PDG qui ont redressé des entreprises moribondes. Leur première action est souvent de changer le système de récompense. Au lieu de féliciter uniquement le résultat final, ils félicitent la prise de risque, l'expérimentation et les leçons tirées des échecs. Ils transforment l'entreprise en un immense laboratoire. Ils savent que si vous ne faites jamais d'erreur, c'est que vous ne travaillez pas sur des problèmes assez difficiles. Cette approche libère un potentiel humain colossal. Les employés, ne craignant plus le jugement, commencent à proposer des idées audacieuses et à s'investir pleinement dans leur travail.
car ils savent que leur valeur ne dépend pas d'un succès immédiat, mais de leur capacité à apprendre. Cette dynamique s'applique également à la gestion de carrière. Celui qui stagne est souvent celui qui attend que son talent soit découvert. Il pense que s'il est bon, le monde finira par s'en rendre compte. Il attend la promotion comme une récompense pour son identité. Celui qui réussit, lui, construit sa propre promotion. Il identifie les compétences qui lui manquent et il va les chercher, souvent en dehors de ses heures de travail. Il ne demande pas « qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour moi ?» mais quelles compétences dois-je développer pour devenir indispensable? Il voit son emploi actuel non pas comme une destination, mais comme un centre de formation rémunéré. Le passage d'un état d'esprit à l'autre dans le milieu professionnel demande une honnêteté brutale avec soi-même. Il faut accepter de dire « je ne sais pas, j'ai besoin d'aide » ou « j'ai fait une erreur ». Ce sont les mots les plus difficiles à prononcer pour un esprit fixe, car ils sonnent comme des aveux de faiblesse. Pourtant, ce sont les mots qui ouvrent la porte à la maîtrise. En admettant vos limites, vous cessez de dépenser votre énergie à les cacher et vous commencez enfin à les repousser. La stagnation est le prix de la perfection apparente, le succès est le fruit de l'imperfection assumée et corrigée. Dans la dernière partie de notre voyage, nous allons quitter le monde de l'entreprise pour revenir au cœur de votre propre vie. Nous allons explorer comment changer concrètement votre dialogue intérieur, comment utiliser la puissance du mot « encore » et comment transformer vos relations personnelles grâce à cet état d'esprit. Vous découvrirez que votre cerveau est beaucoup plus malléable que vous ne l'avez jamais cru et que le moment où vous cessez d'essayer d'avoir l'air brillant est le moment où vous commencez réellement à le devenir. Préparez-vous à la conclusion la plus importante, celle qui vous donne les clés pour ne plus jamais cesser de grandir. Après avoir compris la théorie, après avoir vu l'impact de ces mentalités sur les entreprises et les génies de ce monde, une question subsiste: comment change-t-on concrètement? Comment passe-t-on d'une vie de stagnation, dictée par la peur du jugement, à une vie de succès, dictée par la passion de l'apprentissage? La réponse réside dans une pratique quotidienne et impitoyable de la conscience de soi. Vous devez devenir l'observateur de votre propre monologue intérieur. Nous avons tous cette petite voix dans notre tête qui commente nos actions. Pour l'esprit fixe, cette voix est un juge. Elle dit « tu vois, tu as échoué, tu n'es vraiment pas fait pour ça » ou « ne prends pas ce risque, tu vas avoir l'air ridicule ». Pour changer, vous devez apprendre à répondre à cette voix. Vous devez transformer ce juge en un coach. Le mot le plus puissant de votre nouveau vocabulaire est un petit adverbe de 3 lettres, « encore ». Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je ne suis pas bon en mathématiques », rajoutez immédiatement « ça encore ». Je ne sais pas gérer cette équipe, encore, je n'arrive pas à parler cette langue, encore. Ce simple ajout change radicalement la chimie de votre cerveau, il transforme une impasse en un chemin. Il déplace votre attention du résultat présent, qui est décevant, vers le processus futur, qui est plein de promesses. Le mot « encore » est le pont qui relie l'échec d'aujourd'hui à la réussite de demain. C'est la reconnaissance que vous êtes un être en devenir et non un produit fini. Cette transformation s'applique également à vos relations personnelles. Dans un couple ou une amitié, l'état d'esprit fixe cherche un partenaire qui le met sur un piédestal, quelqu'un qui confirme sa perfection. Il voit les conflits comme des preuves d'incompatibilité irrémédiable. À l'inverse, l'état d'esprit de développement cherche un partenaire qui le met au défi de grandir. Il voit les disputes non pas comme des signes de fin de relation, mais comme des opportunités de mieux se comprendre et de construire une base plus solide. Ils comprennent que les relations, tout comme les compétences, demandent un travail acharné et une communication constante pour s'épanouir. En changeant votre état d'esprit, vous ne changez pas seulement votre carrière, vous changez la qualité de chaque interaction humaine que vous avez. Il est aussi crucial de revoir votre façon de célébrer vos victoires. Si vous réussissez quelque chose facilement, au lieu de vous dire « je suis vraiment un génie », dites-vous « c'était peut-être trop facile, j'ai perdu mon temps, je devrais essayer quelque chose de plus dur pour vraiment progresser ». Apprenez à tomber amoureux de la difficulté. Cherchez ce sentiment d'inconfort, cette sensation de cerveau qui chauffe, car c'est le signe physique que vos neurones sont en train de se recabler. Le succès durable appartient à ceux qui préfèrent être des débutants dans un domaine passionnant plutôt que des experts dans un domaine qui ne les fait plus grandir. La stagnation est un choix inconscient, mais la croissance est une décision délibérée de chaque instant. Carol Dweck nous rappelle que nous avons tous un mélange des deux états d'esprit en nous. Il y a des domaines où nous sommes ouverts au changement,
et d'autres où nous sommes restés bloqués dans une vision fixe. Votre mission est d'identifier ces zones d'ombre. Où sont vos plafonds de verre? Dans quelle partie de votre vie évitez-vous les défis par peur d'échouer? Une fois que vous avez identifié ces zones, appliquez-y la méthode du développement. Accueillez l'échec, cherchez la critique constructive et surtout, ne cessez jamais de fournir l'effort nécessaire. Pour conclure, souvenez-vous que votre potentiel n'est pas une quantité mesurable. Personne, pas même vous, ne sait ce que vous êtes capable d'accomplir avec des années de passion, d'entraînement et d'effort. Le talent est peut-être le point de départ, mais l'état d'esprit est le moteur qui détermine la distance que vous allez parcourir. Ne laissez plus jamais une étiquette ou un résultat passé définir votre futur. Vous n'êtes pas votre score au test de QI, vous n'êtes pas votre dernier échec professionnel et vous n'êtes pas vos doutes. Vous êtes le résultat de tout ce que vous décidez d'apprendre à partir de maintenant. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi vous vous sentiez bloqué, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire pour nous dire quel domaine de votre vie vous avez décidé de transformer aujourd'hui avec le mot « encore ». Votre voyage vers le succès ne commence pas demain, il commence à l'instant même où vous décidez que vous n'avez pas encore fini de grandir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'esprit humain. Restez curieux, restez audacieux et n'oubliez jamais, le monde appartient à ceux qui apprennent.